Bienvenue à Interclasse avec vos animatrices Liana, Olivia, Dominica et Raphaël. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières. Comment allez-vous? Ben, je vais très bien, d'autant que c'est vendredi, fait qu'on se prépare pour la fin de semaine. Oui, je vais très bien. Je suis content de vous voir. Bien, merci, nous aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir maire? J'étais très impliqué dans la ville. À l'époque, j'étais aussi porte-parole dans les médias pour le ministère des Transports et j'étais président du Festivois, qui est le festival d'été ici à Trois-Rivières. Des gens au début m'ont approché pour me proposer ça, mais je viens pas moi du milieu politique. J'ai pas fait partie des ailes jeunesse de partis politiques et de choses comme ça. C'est vraiment un souci d'engagement, à un moment donné, une opportunité. Le maire de l'époque, qui s'appelait Yves Lévesque, avait quitté son mandat, donc j'étais pas en compétition avec lui. J'arrivais sur ce qu'on pourrait dire une page blanche où tous les candidats étaient à la même place à la ligne de départ. Fait que pour moi, c'était une occasion de le faire, puis c'était vraiment pour prolonger mon engagement. Donc, de président de Festivois, j'espérais aller en faire encore un peu plus, puis la mairie me permettait de le faire. Puis aussi, faut savoir qu'à l'époque, il y avait un chroniqueur au Nouvelliste qui avait mentionné des candidats potentiels et c'était souvent les mêmes, des anciens députés ou des choses comme ça. Puis mon nom avait sorti, puis il avait mentionné méfiez-vous de Jean Lamarche, c'est pas parce que vous le connaissez pas qu'il n'y a pas de chance, au contraire, il y a beaucoup de monde derrière lui. Fait que c'est là que j'ai compris que j'avais une opportunité. Oh, une belle occasion. Ouais, puis quand j'ai lu cet article-là, j'étais au restaurant de l'aéroport. On partait une semaine en vacances avec la famille. Fait que là, pendant une semaine, mon téléphone a sonné sans arrêt de gens qui me disaient « ben vas-y ». Et c'est là que j'ai eu la chance d'en discuter, parce qu'on dit toujours qu'on en parle à nos familles, mais c'est rare qu'on le fait parce que souvent, ça va trop vite. Mais dans ce cas-là, ben j'étais seul avec ma famille. Ben on était seul au Mexique, fait que c'était le meilleur moment d'en parler. Fait que on a pu prendre la décision ensemble en parlant pendant 7 jours, juste nous autres. OK. Ah, ben c'est fun. Est-ce que c'était votre premier choix? Mon premier choix d'être maire de Trois-Rivières? Oui. Oui, ben c'est sûr que si jamais je gagnais à l'Automax, ça pourrait peut-être devancer, mais pour moi, j'avais vécu, je viens du monde des communications, fait que j'avais vécu les communications au niveau des organismes communautaires en fondant un journal de rue. J'ai vécu aussi les communications en travaillant dans les médias. J'avais vécu les communications gouvernementales en étant au ministère des Transports comme porte-parole. Puis quelque part, ben pour moi, ça venait compléter de faire la communication, mais au niveau politique. C'est-à-dire d'avoir une communication qui est moins celle d'un porte-parole. Donc, je porte pas des messages, je dois assumer moi-même mes visions, mes positions, puis avoir à les défendre. Donc, c'est une forme de communication qui est complètement différente, qui est assez différente. Fait que pour moi, ça venait que c'est un beau défi pour moi qui s'inscrivait dans mon cheminement. Quand même. Qu'est-ce qu'une journée typique en tant que maire? Oh! En fait, ce qui est intéressant avec ce job-là, c'est qu'elle est totalement atypique, justement. Mais je vous dirais que le secret, à date, la première année où je suis arrivé, j'ai dû tout apprendre ou à peu près. Fait que à cette époque-là, c'était 7 jours par semaine que je venais au bureau pendant à peu près 1 an. Là, ça s'est calmé. Là, je viens entre 5 et 6 jours. J'essaie d'arriver tôt. Si possible avant Hélène. Et puis, j'essaie d'arriver tôt pour pouvoir prendre le temps de préparer, voir venir les coups, peut-être aussi faire un suivi de revue de presse qui me permet, entre autres, de poser des questions pour construire ma journée. Marc-André, par exemple, je dois y adresser des questions sur va me chercher cette réponse-là par rapport à une annonce par rapport à une annonce concernant des travaux potentiels, par rapport à un événement qui s'est passé dans une autre ville, mais qui pourrait amener des questions dans notre ville à nous. T'sais. Fait que ça, c'est ma première partie du matin. À partir de 8 heures, ben là, c'est des réunions, c'est aussi de la planification. C'est sûr que on a un budget à la ville qui va bientôt avoisiner les 340 millions par année. Donc, c'est beaucoup de planification sur un budget annuel, mais c'est aussi sur une planification sur 3 et 5 ans. Donc ça demande quand même beaucoup de temps.
mais il y a aussi toute une part de représentation. Il y a je vous dirais que la population s'attend à avoir un maire présent dans sa ville. Donc, oui, je vais rencontrer des gens dans leur milieu. Je vais peut-être aussi participer à des conférences de presse, les nôtres ou celles d'organismes partenaires de la ville. Je vais avoir aussi à faire des entrevues. Mais il y a beaucoup de travail que les gens ne voient pas, qu'on fait dans le bureau, dans les salles de réunion. J'ai aussi à travailler de plus en plus en partenariat avec les autres villes. Donc, Trois-Rivières fait partie du caucus des 10 grandes villes du Québec, ce qui fait que lorsqu'on a des réunions, souvent avec ce caucus-là, qui est les autres membres, Bruno Marchand, Valérie Plante, Évelyne Baudin et compagnie, bien, on le fait à Montréal ou à Québec. Donc, c'est des déplacements aussi. Avec la magie de Bluetooth, ben, ça me permet de faire les deux, là, mes réunions pendant mes déplacements, mais tout ça fait en sorte là, qu'on prépare. Voyez-vous, je sors d'une réunion où on avait la table des préfets de la Mauricie, donc les regroupements régionaux. Trois-Rivières est une ville MRC, mais les autres, c'est des regroupements régionaux. On rencontrait les députés de la Mauricie, donc les 4 députés caquistes de la Mauricie, on avait une rencontre avec eux où on discutait des enjeux. Bien, ça nécessite une préparation, ça nécessite j'avais une présentation à faire dans ce cadre-là sur la crise de l'habitation. Bien, ça nécessite aussi de rencontrer mes gens chez nous pour mettre mes chiffres à jour, pour préparer des tableaux. Je vois qu'une journée peut être chargée. Une semaine peut être chargée. Je vous dirais que les journées où il y a un conseil de ville, il n'est pas rare que je rentre à 7h, 7h15 le matin, puis qu'on finit à 21h, 21h30 le soir. Ouais. Quelque chose. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est ça. Des fois, j'ai peur quand j'arrive chez nous que mon chien ne me reconnaisse pas puis me morde. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Bien, en fait, on peut pas commencer. Mon assermentation, ça, c'est la date, c'est le moment où je deviens maire. Mais pour le vrai, c'est février 2019 où on a fait le lancement de la campagne. C'est là qu'on a annoncé que je souhaitais devenir maire. Fait que depuis février 2019, je prétends à la fonction de maire, mais depuis mai 2019, je suis maire. Ah, OK, quand même. C'est-tu beaucoup ou pas beaucoup? Ouais, ça quand va. même. OK. C'est mon 2e mandat. Ah, quand même. Ça doit être parce que le monde vous aime. Bien, est-ce que je peux répondre à ça? Parce que ça me fait du bien. Oui, le monde m'aime. Puis il y a 14 districts à Trois-Rivières. La première fois, j'ai été élu dans 13 des 14 districts. Puis la deuxième fois, dans 14 des 14. Wow! Fait que je peux prétendre que oui, les gens apprécient. En tout cas, pour l'instant, les échos, c'est sûr qu'on entend beaucoup ceux qui ne sont pas d'accord. C'est souvent ça, là. C'est un principe que ceux qui ne sont pas d'accord font plus de bruit que ceux qui sont d'accord. Ouais. Mais à date, je pense que je suis rentré avec le vent dans le dos qui était soufflé par la population. Bon, tant mieux. OK. Est-ce que vous voyez exercer le métier de maire pour le restant de votre vie? Non, je crois pas. Pour être franc, je sais pas si je vais faire le prochain mandat, si je vais me présenter. Je suis encore en réflexion. Mais même si j'y allais, je pense pas que physiquement puis socialement, c'est un engagement qui est quand même intense. J'ai dû faire des choix. J'ai dû prendre un retrait. J'ai été 6 mois absent parce que j'avais de la difficulté, entre autres, à gérer tout ça, là, le stress, le temps, l'énergie à consacrer à ma fonction versus le reste. Là, j'ai ajusté un peu. J'ai recommencé à coacher au basketball. Je prends du temps avec ma famille. J'essaie de voir mes amis, mais ça, c'est encore un défi. Mais c'est ce que j'avais perdu. C'est facile dans une fonction politique que tu sois de te perdre puis de faire que du travail toute ta vie. Puis pendant 4 ans, je rêvais de mon travail. Là. J'avais même plus d'autres sujets de conversation que mon travail. Puis ça, il faut faire attention. Puis si la question, c'est est-ce que je vais faire ça toute ma vie, ben non, à un moment donné, il faut savoir quitter la table. C'est comme disait Charles Aznavour. Et si, admettons, vous ne vous présentez pas pour votre 3e mandat,
Qu'est-ce que vous voudrez faire d'autre dans la vie? Je ne sais pas. Moi, en fait, j'ai des possibilités. Je viens de la fonction publique. J'étais employé du gouvernement du Québec. Donc, j'ai le droit de retourner à mon ancien travail ou quelque chose d'équivalent. J'ai toujours cette possibilité-là. Mais maintenant, pour être franc, j'ai gagné beaucoup d'expérience depuis 2019. Je suis pas sûr que je me plairais à faire ce que je faisais après avoir eu 5-6 ans d'expérience puis d'adrénaline comme ça. Fait que c'est sûr qu'il faudrait que je prenne le temps de réfléchir, mais c'est sûr que je viens des communications. Je suis beaucoup meilleur avec ma bouche qu'avec mes mains. Fait que probablement que ce serait un emploi radiocommunication. OK. Avez-vous passé à travers des moments difficiles durant votre carrière en faisant des choix pouvant avoir un impact sur la société? En faisant des choix, écoutez, à un moment donné, tu découvres, quand tu fais de la politique puis que tu es dans un poste décisionnel, que tu ne plairas pas à tout le monde. Le problème, c'est que, puis là, je vais vous donner mon avis, ça se peut que quelqu'un ne soit pas d'accord, mais souvent, les gens vont se positionner sur un dossier, alors que nous, on doit se porter sur l'ensemble des dossiers. Donc, si quelqu'un dit, moi, un dossier qui a fait beaucoup de bruit à Trois-Rivières, c'est le développement de la phase 2 du parc industriel qui touchait certains milieux humides. Et il y a des gens qui ont dit, non, on ne touche pas aux milieux humides. Mais moi, je dois considérer les milieux humides, le développement économique et puis la part de nouveaux revenus pour payer, par exemple, une ressource en itinérance ou la réfection d'un colisée. T'sais. Fait que moi, je dois prendre ma décision sur tout ça, alors que la personne qui est contre va être contre juste un aspect de ma réflexion. Fait que ça, des fois, c'est choquant parce que moi non plus, je veux pas être chaud au milieu humide. Moi non plus, mais pourquoi on le fait? Ben, c'est parce qu'il y a un paquet d'autres ensemble qui nous amènent à prendre cette décision-là. Ouais. Fait que la question, oui, ça m'a amené aussi loin qu'à prendre un congé de maladie qui a duré 6 mois. Mais je suis quand même persuadé que j'ai pris la bonne décision parce que ça tenait compte d'un paquet de facteurs. Ouais. Comment la technologie affecte-t-elle la politique moderne? Écoute, je ne sais pas si ta question sous-entend ça, mais je ne peux pas faire autrement que de parler des médias sociaux. Ça a complètement changé la donne. Nous, les médias sociaux ont ça de bon qu'on peut facilement communiquer avec la population. Nous, on est encore avec la page Facebook là, du maire que Marc-André anime. Là. Fait que ça nous permet de donner de l'information. Par contre, il y a tout un espace, puis je le vois évoluer là, depuis 97, mettons, là, mais il y a tout un espace où il y a peut-être en 2019 un message sur Facebook, par exemple un bandeau « J'appuie Jean Lamarche » pouvait me faire gagner des milliers de votes. Mais aujourd'hui, souvent les discussions sur Facebook vont devenir dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Donc les gens vont se parler entre eux et puis ça n'aura pas le même impact sur l'ensemble. Donc je pense que les nouvelles technologies, ça c'est juste un exemple, les médias sociaux, mais ils ont un impact majeur, mais ils évoluent dans le temps. On n'a pas encore vu l'aboutissement de ça. Par contre, aussi, ce que je vois qui est bien intéressant, tantôt, on a eu la chance, en faisant notre réunion, d'avoir des gens de la TUC qui étaient présents parce qu'ils étaient en télétravail avec Team. Ça fait en sorte que, normalement, pour eux, ça aurait été un déplacement de 4 heures de voiture, 4-5 heures aller-retour. Là, maintenant, ils peuvent participer à la réunion. Ça, c'est une grosse avancée. Puis je vous dirais aussi qu'avant 2019, avant la pandémie, la fameuse pandémie, quelqu'un serait venu dans mon bureau pour dire « j'ai une bonne idée, maintenant les employés de la ville vont faire la moitié de leur semaine de travail à la maison », je serais parti à rire, ça n'avait aucun bon sens. Puis aujourd'hui, c'est une pratique courante, ça fait partie des cultures d'organisation. Fait que oui, moi je crois que les technologies peuvent amener du bon, mais il ne faut jamais oublier que la technologie est un support au travail des humains, puis il ne faut pas que ça vienne prendre la place du travail des humains ou de la réflexion.
Quand même, on utilise beaucoup la technologie dans notre métier. Ben oui, on l'utilise beaucoup. Moi, dans mon cadre de travail comme maire, dans ma fonction, c'est sûr que j'utilise beaucoup, entre autres par les sites comme Zoom ou Team, par les médias sociaux, par les courriels. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans courriel. Moi, j'ai une espèce de don, un peu comme les super-héros. À chaque fois que je m'approche d'un ordinateur, il brise. C'est un super pouvoir que j'ai. Fait que les autres, ils le savent. Fait que mon ordinateur, constamment, il y a un technicien en informatique qui est à peu près... que je pense que son travail, c'est de s'occuper de moi, là, ici à la ville de Trois-Rivières. Fait que... Mais je le vois à chaque fois combien ça peut me ralentir. Mais oui, c'est important, les nouvelles technologies, puis plus qu'on va l'utiliser. Puis là, en même temps, j'ai envie de... on n'a pas de temps limite, hein? Je peux vous parler... Bien, il y a une réalité avec Trois-Rivières on met en place depuis quelques années, c'est le principe de Smart City, de ville intelligente. Donc, quand on pense en ville intelligente, ça peut nous amener à faire beaucoup d'économies en termes, par exemple, d'utilisation d'émanation de gaz à effet de serre, simplement en synchronisant nos lumières de nos feux de circulation, qui vont faire en sorte que les poids lourds peuvent envoyer un signal qui arrive, puis que s'il n'y a pas de circulation dans le côté opposé, ben ils vont à peu près miser que sur des lumières vertes, donc ils n'ont pas à faire des arrêts de départ qui consomment ou qui font plus d'émanation de CO2. Fait que c'est surtout des gestes que l'on peut passer comme ville. Maintenant, on peut aussi voir dans une gestion de ville intelligente, donc dans l'utilisation des technologies, comment une ville comme Trois-Rivières fait beaucoup d'achats. On a travaillé, on achète beaucoup de choses. Tout ce qu'on a ici, c'est tout centralisé. Donc, il y a un service qu'on appelle l'approvisionnement, mais lorsqu'il réussit à avoir un système comme il y a maintenant, où c'est évolué en termes d'inventaire, en termes d'achat, ben il n'y a plus besoin d'avoir une immense cour, entrepôt. Il peut simplement savoir ce que les fournisseurs à Trois-Rivières possèdent, puis tout de suite dire, OK, si j'ai besoin d'un tuyau X, je sais que mon fournisseur, il l'a en ce moment. Fait que j'ai pas besoin de l'acheter puis de le mettre dans ma cour. Fait que ça, ben pour une ville, c'est des économies, c'est tout ça. Fait que ça peut être ça. On le fait aussi pour la gestion de plus en plus pour la gestion de nos véhicules. Avec des systèmes de répertoire, ben ça évite que chacun des employés qui se déplacent ait un véhicule. On peut mettre moins de véhicules à la disposition de chacun. On fait même affaire maintenant avec des compagnies de location. Fait que tout ça, l'utilisation des nouveaux de logiciels, de plateformes, nous permet. On a gagné un prix aussi l'an passé. Excusez, je m'étire là. On a gagné un prix l'an passé pour notre service d'intervention avec les travaux publics. Avant, c'était toujours des formulaires. Fait que les gens appelaient pour un formulaire. Maintenant, il y a quelqu'un qui appelle au 311, puis il dit, ben écoutez, il y a un trou en face de chez nous. Ben la personne qui était aux travaux publics avec son téléphone reçoit, OK, il y a un trou en face du 618 La Vérandrie. Ben il se déplace là, il fait l'intervention, répare le trou, le prend en photo, l'envoie au 311. 311, OK, les travaux sont faits, il l'envoie à la personne. Mais ça, avant, ça aurait été comme 5 formulaires, tu sais. Maintenant, c'est 2 photos. Fait que c'est tout ça, ben c'est la technologie, qu'on l'utilise comme un moyen, donc au service de l'homme, ça nous permet des choses comme ça. Oui, donc ça aide beaucoup. Bien, absolument, absolument. Et est-ce que la population de Trois-Rivières influence-t-elle la politique? Si oui, comment? Bien, assurément, la population de Trois-Rivières influence la politique. On est à 143 000 habitants. On va bientôt atteindre le cap des 150 000, plus vite qu'on pensait. Ce qui fait en sorte qu'on a un pouvoir. Moi, il y a plus de gens qui peuvent voter pour le maire de Trois-Rivières. Tu sais, mettons, moi, mon territoire, là, ma circonscription, si tu veux, le territoire c'est l'ensemble de la ville de Trois-Rivières. Dans cette ville-là, bien, il y a 3 députés provinciaux. Tu sais, il y a Sonia Lebel, il y a Jean Boulet, puis il y a Simon Allaire. Ouais. Donc, il y a plus de gens, tu sais, moi, il y a plus de gens qui peuvent voter pour moi qu'il y en a qui peuvent voter pour Jean Boulet. Fait que c'est sûr que quand je parle à Jean Boulet, j'ai un poids, c'est le poids des citoyens. Tu sais, c'est les citoyens qui me permettent de les représenter, donc c'est ça que j'ai un poids là. Quand je fais partie aussi des 10 grandes villes du Québec, ben c'est pas rien, ça nous permet d'avoir un poids.
Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est le pouvoir que les citoyens me donnent à moi. Maintenant, les citoyens comme tels, maintenant, on a mis en place en 2019 une direction des communications et des relations avec les citoyens. Je ne sais peut-être pas le nom exact, mais ça permet d'avoir des gens qui sont employés chez nous pour faire des sondages, comme on a eu récemment pour le déneigement, des consultations publiques qu'on a eues pour certains secteurs, où les gens peuvent venir s'exprimer. Et quand ils le font, c'est sûr que les élus doivent le considérer. T'sais. Fait que c'est pendant le mandat, les citoyens ont encore la possibilité d'avoir une influence, pas juste aux élections. Puis c'est la même chose aussi lorsqu'on fait, par exemple, des budgets participatifs. C'est sûr que ce n'est pas des grandes sommes d'argent, mais ce sont des projets que les citoyens peuvent amener, de mettre sur la table, puis ensuite la population peut voter pour ces projets-là. Je ne sais pas si vous habitez Saint-Louis-de-France, non? Non. OK. Bien, à Saint-Louis-de-France, l'hiver passé, on a inauguré une glissade d'hiver qui est le fruit d'un budget d'une dame qui habite dans ce quartier-là qui a dit, ben moi, je voudrais qu'il y ait une glissade. Donc, elle a fait les démarches, elle est allée chercher des signatures dans son quartier, puis après ça, elle est allée chercher les votes, puis elle s'est mérité ce budget participatif-là. Donc, c'est des endroits des citoyens. On a aussi, j'espère que vous le savez, puis j'espère que ça va vous intéresser, on a un comité jeunesse qu'on a tout débuté il n'y a pas si longtemps. Marc-André va tout vous donner les informations après. Puis, ça fait en sorte, au début, il est encore tout jeune, notre comité. Fait qu'on essaie d'apprendre à travailler avec, mais de plus en plus, le comité jeunesse va être appelé à faire des recommandations au conseil de ville. Là, on commence. C'est pas encore à mon goût, là, mais tranquillement, on va en venir à ça. Un bon départ. Oui, c'était un bon départ. Puis, il y a sur chacun des comités villes, il y a des citoyens qui sont présents. Donc, on appelle ça des gens de la société civile. Donc, ils n'ont pas un poste. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont avocats, comptables, ingénieurs. Ils sont là parce qu'ils sont citoyens. Ah, OK. C'est le fun. Oui. On fait vraiment participer les citoyens à la politique. Absolument. Ah, mais c'est le fun. Monsieur le maire, est-ce que votre administration municipale a un plan établi concernant l'amélioration par un agrandissement de la flotte et du réseau de transport d'autobus publics parce que le temps d'attente est long et trop de territoires n'ont pas accès à ce service? Effectivement, en 2019, 2019, on a mis en place une réforme du système de transport. Avant, il faut savoir qu'un système de transport, c'est comme une toile d'araignée. Il y a un milieu qui est comme le point de départ, le point central, puis ensuite, ça va se décliner sur l'ensemble du territoire. Avant ce point central-là, à cause du besoin, c'était le centre d'achat des rivières. Puis tout était, le plus gros du terminus était là, puis ensuite, ça se déployait, entre autres au centre-ville, au Cap-la-Madeleine. Et là, le changement qu'on a fait, c'est qu'on l'a ramené vers l'université, puis vers ce qu'on appelle le carrefour du savoir. Donc, faites un carré, là, où il y aurait le cégep, l'hôpital, l'université. C'est vraiment dans donc, ça, c'est notre milieu de toile d'araignée. Fait que ça a permis de changer la donne. Au début, ça a été difficile. Les gens, c'était un changement qui était quand même dur à accepter pour certains. Mais depuis ce temps-là, on a augmenté la part modale. Donc, les gens qui embarquent dans l'autobus, ça a augmenté d'une vingtaine de pourcents. Puis moi, je prends le pari que s'il n'y avait pas eu la pandémie, s'il n'y avait pas eu le fait qu'on était confinés puis que les gens ne prenaient plus de transport en commun, on l'aurait vu plus rapidement, cette augmentation-là. Maintenant, cette augmentation-là nous amène... c'est comme avant, il y avait une publicité de saucisses hot dog, puis il disait elles sont bonnes parce qu'elles sont fraîches parce que plus de gens en mangent, puis plus de gens en mangent parce qu'elles sont fraîches. Là, c'est comme ça vient ensemble. Puis c'était ça. Fait que donc, plus que de gens qui prennent l'autobus, plus qu'on peut améliorer le système. Donc, cette semaine, on a annoncé encore des mesures avec la société de transport qui permettent de remplir un peu plus nos autobus. Maintenant, le défi du territoire, c'est de comment on fait pour développer en périphérie, à Pointe-du-Lac, à Saint-Louis-de-France, à Sainte-Marthe. Est-ce que c'était un peu vers ça que tu allais dans ta question? Oui. Bien, ça, là, les études nous démontrent un peu partout au Québec, dont Saguenay, qui a un immense territoire.
que l'autobus conventionnel n'est pas performante lorsqu'elle va juste virer à la limite de Yamachiche ou à la limite de Champlain. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être trouver des systèmes. Là, on a parlé de taxibus, on a parlé de systèmes de transport sur commande, sur demande, où les gens appellent et tout ça, mais c'est encore en train de se développer, mais je sais que la Société de transport de Trois-Rivières travaille là-dessus. C'est un des projets. Au niveau de l'accessibilité aussi, il ne faut pas oublier les gens qui sont moins nantis. Donc, on a un système de tarification sociale où les gens vont payer seulement 50% du prix que ça coûte. Ils vont chercher leur billet spécial ou leur carte spéciale dans les organismes communautaires. Donc, si par exemple, vous allez suivre des cours d'alphabétisation chez Concept, puis que vous avez des enjeux d'argent, des enjeux financiers, parce que vous êtes par exemple sur le bien-être social, ben on va vous permettre d'avoir une carte qui va coûter la moitié de ce que ça coûte, puis de prendre l'autobus. On regarde aussi comment on fait pour travailler avec nos parcs industriels où il y a beaucoup d'employés qui se rendent là, qui n'auraient pas nécessairement à avoir besoin d'une voiture si on avait un système efficace. Donc, ils travaillent là-dessus. Moi, j'habite dans le secteur Bas-du-Cap. C'est un secteur qui se développe beaucoup avec les nouveaux arrivants. Puis, souvent, les gens qui arrivent des communautés latines ou africaines, ils ont une culture de transport en commun. Donc, pour eux, c'est pas un effort de prendre l'autobus comme nous autres. C'est comme fait que ces gens-là contribuent beaucoup à renforcer notre système. Puis encore, j'en parlais cette semaine avec le président Michel Billette, puis ça fait partie là, des effets bonifiés, là, puis de la solution. Fait que oui, on travaille là-dessus, mais le développement du territoire, là, les confins, là, les petits coins, là, ça va être un défi. Ça va être difficile jusqu'au bout. OK. Quelle action immédiate prendrez-vous pour assurer la densification puis la requalification d'un territoire activement sous-utilisé? Bien, je suis en train de travailler avec mon équipe. Je suis un grand défenseur à Trois-Rivières, on vit une crise de l'habitation. Je vais le commencer comme il faut. À Trois-Rivières, on vit une importante crise de l'habitation. On est à 0,4 % de taux d'inoccupation. Ça veut dire qu'il y a seulement 0,4 % des logements qui sont disponibles en ce moment. Si vous êtes en bas de 3 % vous êtes en crise de logement. Nous, on est à 0,4 %. Au Canada, je ne connais pas d'endroit dont le chiffre est inférieur à 0,4 %. Drummondville est à 0,5, Shawinigan 0,6, puis après ça, tout le monde est en haut de 1,9, 2. Fait qu'on est ici vraiment en crise. Une des solutions, quand vous parlez de densification, c'est de travailler à l'intérieur même de notre territoire. Ça, l'enjeu, puis on est beaucoup là-dessus, puis c'est là-dessus que je travaille avec Stephen Guilbeault, là, j'ai rencontré les gens. Au provincial, je vais aller voir Benoît Charette, le ministère de l'Environnement, pour travailler aussi sur nos infrastructures. Parce qu'à chaque fois, si on construit une maison, c'est pas un champignon. La maison, tu dois la brancher sur des égouts, sur des aqueducs, tu dois aussi la brancher sur l'électricité. Ces infrastructures-là, à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite en âge. C'est comme, par exemple, sur ce qu'on a dans nos égouts, ben si on a 50, 60, 80 ans, ben à un moment donné, il faut les changer. Puis, il y a une limite en capacité. Ça veut dire on peut pas brancher on peut pas brancher sans limite un nombre de portes ou de logements ou d'unités d'habitation. Puis il y a aussi l'effet qu'il faut considérer, c'est celui des changements climatiques. Il y a beaucoup nos égouts, surtout dans les premiers quartiers, le centre-ville, le Bas-du-Cap, Saint-Philippe, souvent, c'était construit sur ce qu'on appelle les égouts combinés. Donc, à la fois les égouts sanitaires, les toilettes, et les égouts pluviaux, la pluie, ça va dans le même tuyau. Avant, on avait les grosses pluies, on en avait à tous les 50 ans. Maintenant, avec les changements climatiques, on en a à tous les 2 ans. Puis bientôt, on le sait qu'on va en avoir 2 par été. Donc, ce sont ces tuyaux-là qu'on remplit d'eau, qui viennent. Donc, l'eau de pluie vient contaminer nos égouts sanitaires et notre station qui nous permet d'envoyer ça dans des étangs prévus au traitement, bien, ils ne fournissent pas à la demande. Puis c'est là qu'on doit rejeter dans la rivière ou le fleuve, ce qu'on appelle les surverses que vous entendez parfois. Et tout ça, bien, il faut le considérer quand on veut densifier le territoire avec des nouvelles unités d'habitation. Donc, il faut d'abord travailler sur nos infrastructures
nos aqueducs, nos égouts, et c'est là-dessus qu'on est en ce moment. À Trois-Rivières, des entrepreneurs, on a augmenté encore de 20 %. Regardez, j'ai des statistiques mensuelles de construction, c'est un hasard, mais on pourrait les ouvrir, puis ils sont hyper positifs, j'en suis certain. Mais nous, on est encore à 20-25 % de plus de construction par année à Trois-Rivières, alors que la plupart des villes du Québec commencent à régresser un peu. Donc, on a vraiment la possibilité de construire. Notre frein en ce moment, c'est nos infrastructures. Donc, si on veut travailler sur la densification, ça peut être intéressant de travailler à la verticale avec des tours, de travailler avec des mini-maisons, à rapetisser les tailles de chambres et tout ça. Mais à la base, le plus important, c'est les infrastructures. OK, ouais. Okay. Avez-vous une solution provisoire ou même à long terme pour le manque de logements à Trois-Rivières? Parce que, comme on le sait, plusieurs personnes vivent malheureusement à la rue à cause du manque de logements ou des prix des logements qui est trop élevé. Absolument. Le Trois-Rivières, est-ce que je peux me permettre de travailler, d'en rajouter sur ta formulation de question? Trois-Rivières, en ce moment, puis c'était l'objet de ma présentation tantôt. Je veux juste regarder bien, je vais aller chercher ça, puis je vais même la donner. On a à Trois-Rivières deux réalités qui sont bien concrètes. On a le taux d'inoccupation que je parlais tantôt à 0,4, qui est déjà une crise d'habitation en soi. On a, vous avez entendu la vallée de la transition énergétique, tout ce qui se passe à Bécancour, 70 % des gens qui travaillent dans le parc industriel de Bécancour habitent à Trois-Rivières. Donc, quand on grossit le parc de Bécancour, qu'on le remplit à coût de 600, 1500 emplois, bien, il y a toujours 70 % de ces gens-là qui vont venir avec leur famille s'établir chez nous. Fait qu'on a comme la crise actuelle qu'il faut travailler, puis le potentiel de développement qui pourrait devenir une crise si on s'en occupe pas. Fait que à Trois-Rivières, c'est ça. Fait que ce qu'il faut faire, puis là, ça revient un peu à ça, c'est que là, en ce moment, il faut maintenir notre capacité de construire des logements parce que, tu vois, il y a comme 5, 6, 7 ans, on construisait environ 850, 860 nouvelles portes par année, nouvelles habitations. Depuis 2 ans, on est à 1250, 1300, puis on ne fournit même pas la demande. Fait qu'il faut être capable de maintenir une croissance qui est à ce niveau-là. Puis tant qu'on n'y arrivera pas, c'est l'autre partie de ta question, tant qu'on n'y arrivera pas, l'effet de l'offre et de la demande va faire en sorte que les loyers vont toujours être de plus en plus chers parce qu'ils sont rares. Ouais. Si le jour qu'on va tomber à 3-4 % de taux d'inoccupation, ben, des loyers qui sont peut-être à 1050, 1100, 1200 $ vont tomber à 800. Ben, c'est ce que les entrepreneurs, entre autres, me disent, là. Puis je pense que c'est un peu logique, là, dans une certaine façon de voir. Puis malgré ça, Trois-Rivières, même si Trois-Rivières est un des endroits les plus abordables au Canada, c'est un des endroits parmi les grandes villes où ça coûte le moins cher se loger, ben c'est quand même trop cher en ce moment. Ce qui fait en sorte que dans la construction de notre... tu sais, il faut voir l'habitation comme une ligne. OK? Ça ici, là, c'est la maison du multimilliardaire, là. C'est le château, là. Puis ici, là, c'est la personne qui couche dans la rue puis qui veut retrouver un logement, un peu de dignité. Bien, elle doit avoir une maison de chambre. Puis ensuite, quand elle va avoir fait un peu le ménage de sa vie, là, elle va peut-être aller dans un 1,5, puis ensuite dans un 3,5. Puis peut-être cette personne-là va devenir en couple avec une autre personne, puis là, ils vont aller dans un 5,5, puis éventuellement, ils vont penser à avoir des enfants, fait qu'ils vont regarder pour une maison. Mais dans ce cheminement-là, si, admettons, la personne qui habite en chambre, ou, regardez, je vais vous donner un exemple qui est encore plus cruel que ça, ce qu'on vit en ce moment, il y a des gens des couples, donc c'est souvent la conjointe, là, ça répète le conjoint, mais c'est toujours plus la conjointe, qui quitte pour des raisons de violence conjugale. Bien, cette personne-là s'en va dans un foyer d'hébergement. Normalement, elle devrait y passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis ensuite retourner en logement, en habitation. Mais étant donné qu'il n'y a pas de place en logement, bien, cette personne-là, on ne va pas la pelleter dehors. Fait que souvent, elle va rester un peu plus longtemps dans le centre d'hébergement, ce qui fait qu'il y a peut-être une autre personne quelque part qui n'a pas de place pour aller dans ce centre d'hébergement-là. Vous comprenez? Ouais. Fait qu'il y a comme un effet domino, là. Ça peut pas...
On ne peut pas penser qu'il ne faut que des logements sociaux. On ne peut pas penser qu'il ne faut que des condos à 2000 $ par mois. On peut pas. Il faut vraiment voir l'ensemble du spectre ou de la ligne là, du continuum de services pour bien résoudre la crise d'habitation. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Okay. Et pensez-vous que vous pourriez faire plus de centres d'hébergement? Bien, là, c'est les demandes qu'on fait. Tu vois, je vais faire la démonstration que je ne suis pas menteur. Bon, tu vois, là, ça, ce sont tous les constats qu'on a fait en habitation et en aménagement. Puis, tu vois, déjà ici, dans le portrait régional, les enjeux, bien, il est inscrit. Regarde ici. Des solutions, donc je leur demande plus de financement pour aller chercher de l'hébergement d'urgence en logement de transition. Donc là, tu as l'itinérance, mais ça veut aussi dire que ça nous prend les infrastructures que je vous parlais, les logements abordables, les coopératives où les gens se mettent ensemble pour habiter, par exemple, un bloc appartement, l'hébergement d'urgence, je vous l'ai dit, l'acquisition et la transformation. Des fois, c'est des anciens locaux commerciaux. Des fois, ça peut être des églises. Des fois, ça peut être des anciens camps de vacances, des monastères. Comme, tu sais, les Ursulines, on avait regardé un peu la possibilité. Je pense qu'éventuellement, il y a peut-être des gens, des étudiants, des gens qui vont pouvoir habiter temporairement certains espaces où c'est mis. Tu sais, ça devient intéressant. Ça nous permet... Puis là, ben, il y a tous les enjeux qui sont reliés à ça. Puis le logement étudiant fait partie de ça. Trois-Rivières, on a aussi une crise de logement étudiant. Et puis les étudiants, bien, ils habitent les mêmes logements que les citoyens. Cette semaine, on a vu une résidence de personnes âgées qui s'est transformée pour devenir une résidence d'étudiants. Bien, ça, c'est 100, 120, 140 logements qui se libèrent pour les citoyens aussi. OK. Et pensez-vous baisser les prix des logements? Ou... Moi, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Il existe des plans de financement, des soutiens, soutien au logement. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, là, mais il existe au niveau provincial des programmes où certaines personnes peuvent faire la démonstration qui n'ont pas les moyens d'habiter certains logements, puis ils vont avoir un soutien, soutien à l'habitation. J'ai oublié le nom exact, je m'excuse. Non, mais c'est pas ça, c'est soutien logement, quelque chose. Mais, fait que ça existe, mais c'est pas à notre niveau. Chaque, mettons, le municipal, le provincial et le fédéral ont chacun ce qu'on appelle des champs de compétences. Fait qu'on essaie de pas intervenir dans les compétences des autres. Là. OK. Ouais. Mais des fois, on le fait pareil. Ouais. Comme en itinérance, comme en immigration, comme en service de garde, en CPE. Trois-Rivières avait mis en place un programme. Ben, c'est pas nécessairement notre rôle, mais des fois, il faut le faire. OK. Ah ben, mais merci beaucoup pour votre temps. C'est tout. Et maintenant, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Interclasse. Merci.